édition des jeudis de la FGC, consacrée cette fois-ci à la mise en place d'ouvrages ferroviaires lors d'opérations coup de poing. Je m'attarde pas plus longtemps, je vais laisser la parole à Renaud Lecomte, qui est le président du comité scientifique et technique, au cas où vous ne le connaissiez pas. Ça lui donne l'occasion de se présenter et peut-être dire deux mots sur les activités du CST. J'ai juste un mot à vous dire. Donc, la prochaine session des jeudis de la FGC aura lieu le 12 décembre. C'est pas le premier jeudi, ça sera le deuxième jeudi. Petite entorse pour des problèmes de calendrier, de disponibilité des conférenciers. Donc, le 12 décembre, et ça sera sur la thématique des ponts intégraux. Voilà, donc Renaud, à toi d'ouvrir cette session. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est effectivement sur le 11e webinaire des jeudis de 2024. Comme l'a spécifié à l'instant Didier, j'ai la présidence du CST de la FGC. On est là pour monter des groupes de travail à destination de la profession sur différentes thématiques pour assurer le pilotage, le suivi, meilleure lecture des différents livrables. Et puis, je vais profiter de faire une toute petite pub, c'est qu'on est en train de réfléchir sur les prochains groupes de travail à démarrer côté FGC, et notamment on cherche un peu des groupes de travail en lien avec les structures métalliques, avec le métal, parce qu'il y a beaucoup de groupes sur le béton. Donc là, aujourd'hui, c'est à peu près 45 minutes de présentation sur les opérations coup de poing qui sont réalisées au niveau de la SNCF, donc présentées par Frédéric Dureau, qui est responsable du département ouvrage d'art, et Jean-Marie Brito, qui est le responsable adjoint, du département expertise et travaux. Donc, ils vont vous montrer quelques exemples assez emblématiques de travaux réalisés justement dans le cadre d'OCP. Donc, en précisant un petit peu en quoi ça consiste, quelles sont les particularités, quelles sont les différentes techniques mises en œuvre. Et puis, on aura 15-20 minutes d'échange, de débat à l'issue de ces présentations. Vous avez un chat où la possibilité de poser des questions-réponses, des questions au fur et à mesure de la présentation, sur lesquelles on échangera finalement à la fin de cette présentation. Puis du coup, je passe tout de suite la main à Frédéric. Je crois que c'est Frédéric qui commence à faire Oui, la alors présentation. bonjour à tous, je suis accompagné de Jean-Marie Brito, donc Frédéric Dureau, je suis l'adjoint au département des ouvrages d'art SNCF Réseau. Donc SNCF gère à peu près 100 000 ouvrages, surtout en surveillance. On a à peu près 30 000 ponts de plus de 2 mètres, 1500 tunnels et parois revêties de murs. Bon, voilà, donc c'est assez conséquent. Le département des ouvrages d'art, c'est à peu près 120 personnes situées à Paris, mais le métier OA, c'est 400 personnes sur l'ensemble du territoire. Et on fait, on va dire, essentiellement chez nous, toute la partie étude, toute la partie aussi surveillance. Et ce qui fait que globalement, on a deux types de profils, un profil étude, un profil de surveillance expertise, voilà, sur l'ensemble du territoire. Et au département des ouvrages d'art, on est plutôt sur les gros ouvrages, les grosses opérations, avec aussi un rôle de normalisation, de R&D, de formation, d'animation. Euh, voilà. Jean-Marie, je te laisse. Oui, bonjour, bonjour à tous. Jean-Marie Brito, donc comme l'a dit Frédéric, je m'occupe en tant qu'adjoint d'une division qui s'appelle expertise et travaux. Expertise pour aller sur le terrain, bien entendu, et pouvoir donner un avis sur des pathologies pendant les réa ou après les réa et dans la vie de la maintenance de l'ouvrage. Et puis un volet également travaux qui consiste depuis les premières convenances béton jusqu'à ces fameuses OCP, pouvoir euh, assister nos collègues également et puis nos entreprises sur ces vies de construction que sont les opérations coup de poing. Alors, sur le sommaire, pour aller vite, on va vous parler de ce que c'est qu'une OCP, opération coup de poing. Surtout insister quand même oui, aussi sur les mises en place d'ouvrages de manière un petit peu générale, mais en particulier sur les OCP. Jean-Marie fera un zoom sur comment fiabiliser ces opérations. Il y a des risques, donc comment on gère ces risques, et puis les points d'attention, et puis les défauts inhérents qu'on peut avoir et comment on essaye d'éviter tout ça. Une petite conclusion, et puis après on pourra partir en discussion. Pour agrémenter tout ça, donc ce PowerPoint, et puis aussi deux voire trois
timelapse, 3 vidéos. Et puis on s'est dit avec Jean-Marie que le mieux c'est de commencer par une vidéo, comme ça tout le monde sera dans le bain, et puis vous verrez tout de suite à quoi ressemble une opération coup de poing et comment on met en place un ouvrage. Bon, petit souci technique hein, qui nous a un petit peu apostrophé pendant quelques minutes avant, c'est qu'il n'y aura pas de son et peut-être que ça sera un petit peu saccadé. Donc excusez-nous par rapport à ça. Voilà. Jean-Marie, je te laisse lancer l'opération. Donc c'est l'opération de soupe sur loin avec, vous le verrez, un mélange de camag, enfin on va pas appeler ça des camag, mais des chariots automoteurs, et aussi une belle opération sur barge. Donc c'est un cumul des deux qui fait que c'est de la régénération. On a profité d'un grand week-end de coupure pour enlever un vieux pont qui était en mauvais état, donc tout simplement parce qu'il avait plus de 100 ans, et qu'on a remplacé par des ouvrages modernes. Et les anciens ont été enlevés par barge et les nouveaux ont été positionnés par engin automoteur. Mon écran est partagé, j'imagine. C'est bon, Frédéric? Peut-être qu'il faut que je Non, sorte. voilà. Non, pour l'instant, on est sur le PowerPoint. Ouais. D'accord. Bon. Alors, Donc, il faut sortir effectivement côté Frédéric un pour partage. redemander le partage. Voilà, Je te laisse la c'est main. bon. Donc, vous devez voir le logo SNCF. Voilà. Tout à fait, c'est bon. C'est parti. Donc, le pont de Soupe-sur-Loing, en effet, en Seine-et-Marne. Alors, un ouvrage qui date sur remplacement de 2016, mais qui est assez emblématique, en effet, de plusieurs techniques de ces ouvrages. Donc, sur le canal du Loing, vous voyez sur cette vue l'ancien ouvrage et le nouvel ouvrage qui est en construction en parallèle, dans un environnement très sympathique, hein, sud Seine-et-Marne. Un vieil ouvrage métallique avec des pathologies qu'on rencontrait régulièrement. Et voilà, donc, comme il n'y a pas de son, je suis désolé, j'accélère un petit peu. Donc, sur cet ouvrage, le démarrage de l'opération coup de poing, on a 172 heures pour remplacer deux ouvrages, une première dalle en béton qui est en cours de démolition. Et puis, on a juste à côté cet ouvrage métallique qui franchit le canal, sur lequel on voit les agents qui s'affairent à préparer l'opération coup de poing. Et sur cette vue en plan, donc, on distingue le nouvel ouvrage que l'on a construit plusieurs mois en amont et la zone également en parallèle de l'ouvrage, la sous-ouvrage, qui nous a permis également de transférer donc, des centaines de micropieux qui nous ont permis de déplacer, de faire ce fameux copier-coller d'ouvrage et puis un déboisement surveillé, bien entendu, pour installer des grues de forte capacité. Donc un caisson flottant qui est positionné sous l'ouvrage et puis la poussée d'Archimède, hein, tout simplement, qui vient nous aider à prendre en charge le colis après avoir déposé la voile, ballast, etc. Et puis on déplace l'ouvrage à la corde avec un petit bateau. Donc ouvrage bien entendu pollué, amianté et puis et plombé, hein, comme une grande majorité de nos vieux ouvrages métalliques. Donc des mesures particulières pour en protéger. Et puis vous voyez à côté donc une dalle en béton armé hein, qui a été également préfabriquée pour faire partie de cet OCB, donc là dégagement du premier ouvrage. Et puis, on a prise en charge au chariot sur une plateforme qui a été renforcée de plus de 200 micropieux. On vient déposer cette dalle. Ensuite, on rapatrie à nouveau le chariot pour aller prendre en charge le nouvel ouvrage qui est posé sur un avant-bec, qui sert à décaler les lignes d'appui tout simplement pour se reposer sur le génie civil. Le génie civil du béton armé préfabriqué plusieurs mois à l'avance et qui vient, alors c'est toute la particularité et la difficulté de nos opérations coup de poing, un petit focus, hein, c'est qu'on est sur des ouvrages maçonnés de 1850 en pierre de soupe, la pierre de soupe qui a permis de construire une grande majorité des ouvrages d'art parisiens et Montmartre. Et sur ces ouvrages, on vient donc recéper les lignes d'appui, poser de nouvelles pièces en béton armé préfabriqué qui viendront recevoir les deux nouveaux ouvrages. Donc on vient accrocher, vous le voyez avec des moyens de forage dynamique, on vient accrocher définitivement le nouveau génie civil et on vient en quelques heures déplacer sur le chemin de halage l'ouvrage de plusieurs centaines de tonnes pour le reposer sur ces appuis qui ont été donc reconstruits.
dépose de l'avant-bec sur l'image de droite, avec ces étincelles de nos chalumeaux. Et puis, donc, bruitage, évacuation de ces extrémités, qui permettent ensuite d'acheminer la nouvelle dalle en béton armé, qui va également être déplacée par chariot. Et on continue la nuit d'équiper en parallèle des murs garde-grève de ces ouvrages de béton armé qui permettent de retenir le ballast euh, et de reposer la voie quelques heures après. La nouvelle dalle en béton armé qui vient se loger à l'intérieur. Donc, 1,5 cm de chaque côté de l'ouvrage, hein. Et ensuite, descente sur appui, mise en place de nos appareils d'appui. Et à partir de là, nos ouvrages sont quasi terminés avec la remontée, en effet, des pièces en béton armé de part et d'autre. Et on vient démanteler en parallèle le vieil ouvrage et permettre à nos entreprises de voies de revenir avec leur ballast et la voie pour pouvoir remettre en route la circulation ferroviaire. Donc, quelques jours hein, nous ont permis de faire ce remplacement. Et la grosse difficulté, c'est bien entendu de s'adapter au site et tout en respectant les impératifs de faune et flore qui nous entourent là. C'est une coupure de 100 heures, 3/8 évidemment, hein, le travail permanent des entreprises. Et donc le bourrage de la voie, réglage de la voie, avec bien entendu une accroche des lignes d'appui qui doivent être prêtes en quelques heures avec des bétons et des mortiers spéciaux. Et on vient ensuite démanteler le vieil ouvrage métallique qui part également au rebut. Voilà, voilà pour la première Voilà, donc le premier time-lapse d'une mise en place, vous voyez, chariot, automoteur, grue, barge. Donc, pas mal de techniques qui nous ont permis de mener à bien l'opération. donc c'est vraiment typique d'une opération coup de poing où on a préfabriqué l'ouvrage à côté et mis en place en intervalle des circulations. Donc c'est ça, voilà un petit peu l'idée de l'opération coup de poing. Et les différentes méthodes, ben, on va un petit peu les balayer. Voilà. Pour reprendre la main, comment... Ouais. Alors, je repartage. Je vois que quelqu'un a levé la main. Alors, est-ce qu'on prend les questions après, peut-être? Je pense qu'il vaut mieux prendre les questions après, donc n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. D'accord. On les listera à la fin, ça sera plus simple dans la gestion du timing, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour lancer un peu le PowerPoint. Donc voilà un exemple. Bon, on sait, nous, un petit peu refait une définition SNCF de ce que c'est qu'une opération coup de poing. Donc c'est une période courte de travaux exécutés le plus souvent de nuit et de week-end, permettant la réalisation d'opérations complexes et risquées, en assurant la sécurité du personnel de chantier, il n'y a pas de train, au moins il n'y a pas de train, et en limitant les agréments pour les usagers, puisque c'est très cadré, cette période, il n'y a pas de train, voilà, il n'y a pas moyen de... C'était très clair par rapport à nos clients. Voilà, donc c'est ça un petit peu. Alors, c'est pas que pour les opérations d'ouvrage d'art, hein, il y a des belles opérations qui se préparent, tout métier, y compris, vous devez le savoir, le Paris-Lyon coupé pendant 4 jours ce week-end pour la signalisation, pour changer la signalisation et augmenter le trafic, le cadencement. Donc, c'est multimétier. Mais c'est vrai qu'on est un gros contributeur, nous, en ouvrage d'art. Donc, en quoi ça consiste? C'est souvent l'aboutissement d'un projet long d'études et de travaux. C'est la fin d'une réalisation, mais avec des études de conception, on appelle l'offre, et les travaux. Donc, c'est la loi MOP, hein, on est assez calé sur la loi MOP. Donc, c'est globalement, c'est par rapport à l'émergence, c'est entre 7 et 10 ans d'études et de travaux le plus souvent. Ça nécessite une organisation extrêmement minutieuse, des responsabilités affichées, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise, que ce soit très clair là-dessus. Opération calée de longue date, souvent pendant la phase avant-projet, donc 3 ou 4 ans avant l'OCP, et c'est gravé dans le marbre, hein. C'est graphiqué au niveau des EF, des entreprises ferroviaires, c'est graphiqué chez nous, donc voilà, c'est un objectif. Ça engage des moyens importants, souvent quelques dizaines, centaines de personnes
pendant cette période. Des moyens lourds, coûteux et assez rares. On le verra par toutes ces méthodes. Et puis évidemment, des interruptions temporaires des circulations SNCF et tiers. Tout à l'heure, on voyait le pont route. Bah forcément, pour le chemin de halage, forcément, il était plus praticable pendant cette période. C'est souvent je dirais, cette coupure, c'est assez irréversible. Surtout quand on a enlevé le vieux pont ou enlevé le remblai pour faire le nouveau pont. Voilà, une fois que la brèche est creusée, une fois que le trou est fait, ma foi, on continue. Donc, il faut vraiment que ça soit préparé pour pas qu'il y ait de bêtises derrière. Donc, aucune approximation. Il y a des risques. Malgré tout, il y a des risques, il y en aura toujours. Donc, l'idée, c'est de préparer au mieux et de diminuer, de minimiser au plus possible ces risques. Donc, c'est une opération ultra préparée. Bon, pour revenir un peu à la conception, parce que ça revient quand même un peu à ça au point de départ, alors, le concepteur va choisir différents types d'ouvrages, que ce soit pour un pont neuf ou pour un remplacement d'un vieux pont métallique, par exemple, ou la création pour faire une trouée sous une voie ferrée pour une nouvelle route. On va regarder plusieurs types de solutions. Donc, on va regarder le type de structure en fonction des portées, des biais. Voilà, donc c'est de la conception normale. On va faire les calculs selon les règlements en vigueur. Donc, actuellement, c'est les Eurocodes, évidemment. Notre règlement interne, la 90 032. Et ça nous donne, on va dire, un panel de structures qui sont dimensionnées. Bon, juste pour redire qu'évidemment, un pont ferroviaire, c'est forcément plus lourd, plus costaud qu'un pont route, puisque la charge à tenir, c'est à peu près 5 fois le poids d'un camion. Un train, c'est 5 tonnes au mètre carré, pour donner une idée. On roule à des vitesses des fois conséquentes et on veut une bonne géométrie de voie, voilà, pour la sécurité et pour le confort. Donc ça donne des critères de géométrie qui sont souvent dimensionnants, bien sûr, en plus de la résistance et de la fatigue et autres, la dynamique. Donc ça donne souvent des gros bébés. Donc pour les mettre en place, c'est d'autant plus compliqué. Donc il faut jouer à la fois sur ces matériaux. Souvent, on essaye, nous, de mixer le métal avec le béton. Le métal est un peu plus facile à mettre en place, plus souple, plus léger aussi. Il sert aussi de coffrage au béton et le béton sert lui-même de coffrage, plutôt de support définitif à la voie ferrée et au ballast. Et le béton donne du poids et de la rigidité. Donc c'est souvent un mélange métal-béton et tout ça, ça nous donne des solutions qui sont clairement identifiées dès le point de départ avec ce côté comment je vais le mettre en place. C'est impossible autrement d'imaginer que la solution définitive. Il faut regarder les phases provisoires et comment on va le mettre en place. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba de notre métier de concepteur chez nous. C'est ça un point qui est fondamental. Et pour pouvoir le faire intelligemment, il faut le faire avec les contraintes de l'exploitant. Et c'est là où il y a une grande négociation avec lui qui se fait souvent en début, on essaye de tâtonner, puis après on le rencontre et on voit ce qu'on peut faire, que ce soit sur les durées de coupure, donc ce qui est vraiment possible, nous, par rapport à le type d'ouvrage et par rapport à ce que lui peut donner. Et il y a une sorte de négociation, tout à une discussion, et qui est faite, donc je vous l'ai dit en AVP, 3-4 ans avant, et qui sera, on va dire, le b.a.-ba pour justement fiabiliser le type d'ouvrage à retenir et les méthodes de mise en place. Bon, pour les méthodes de mise en place, il y en a tout un panel. Pour aller très vite, il y a celle, on va dire, un peu la plus simple, au moins de ce côté-là, pour les lignes nouvelles, puisqu'on est ce que nous on appelle dans le blanc. Il n'y a pas de ligne ferroviaire, mais s'il y a un pont, il faut quand même franchir quelque chose, autrement il n'y aura pas de pont. Mais néanmoins, il y a moins de contraintes, ou au moins il n'y a pas la contrainte ferroviaire. Ou alors si on passe au-dessus, c'est toujours un peu plus facile d'ailleurs que de passer en dessous. Le coût des déviations définitives, ferroviaires définitives, un peu comme une route, avec des fois l'avantage, c'est qu'on peut rectifier un peu les courbes, on peut peut-être gagner en vitesse, ça peut être un point important. Quand on veut remplacer un vieux pont, finalement, on le laisse en place et on va le démolir et puis on fait une voie à côté, mais c'est vraiment assez rare et c'est encore plus rare de faire une déviation provisoire parce qu'elle coûte très cher. Le pont provisoire, à part les aspects de fatigue, finalement, c'est un pont définitif, donc ça peut faire cher. Mais des fois, on l'a fait. Et on l'a fait il y a une vingtaine d'années, par exemple pour le SCORF en Bretagne. Autrement, ce qui est souvent utilisé, c'est un peu l'alternat en route, les troncs communs temporaires, où quand on a un vieil ouvrage qui est coupé en deux, voie par voie, un tablier par voie, eh bien, on va faire un alternat, c'est-à-dire qu'on va basculer les circulations en alternat sur un tablier, changer
un tablier, on met le neuf, on met les circulations dessus et on change l'autre et on fait du neuf. Donc ça, c'est très courant. Je vous parle volontairement des tabliers auxiliaires qui sont encore de mise et tout à fait à la mode. Des vieux ponts qu'on a depuis très longtemps, qui sont très utiles en cas d'incident, mais aussi très utiles pour pouvoir construire en dessous. On pensait que c'était un peu passé de mode pour les constructions, mais finalement, on voit que dans des zones denses comme en Ile-de-France, c'est peut-être très intéressant aussi d'avoir ces aspects-là. Mais qui dit tablier auxiliaire dit aussi qu'à marteau, des supports et micro-pieds en dessous pour les tenir confortablement. Puisque après on va faire vraiment des brèches en dessous, donc il faut que ces appuis en tête de talus tiennent correctement. On ne peut pas rouler tellement plus vite que 80, ou alors dans des conditions un peu particulières. Donc ça limite beaucoup de choses. Il faut aussi beaucoup de coupures pour les mettre en place. Voilà, donc beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a une vingtaine d'années, on a regardé avec les exploitants de travailler en plus grand. Et on a été un peu, je pense, un peu précurseur là-dessus pour travailler en plus grand et d'avoir des coupures beaucoup plus longues pour permettre des mises en place en bloc. Voilà. Et c'est très utile, donc c'est devenu finalement les OCP. C'est vraiment très utile pour la régénération de ponts anciens. On a vu souple, on en verra d'autres tout à l'heure. Pour construire une route en dessous, on construit un cadre ou un portique à côté. En intervalle, on enlève le remblai et on va riper, on verra comment, l'ouvrage dessus à la place, et aussi bien évidemment pour tout ce qui est pont route et passerelle, on va passer au-dessus d'une voie ferrée, donc à ce moment-là, on va couper voie et caténaire par sécurité. Voilà, donc les avantages d'une OCP sont nombreux. Ça permet de mutualiser parce que pendant que nous on fait des travaux sur l'ouvrage d'art, les collègues de la voie et de la caténaire vont faire 500 mètres de voie si nécessaire sur la voie coupée. Donc ça c'est assez génial. On mutualise. Donc, il y a un effet d'ensemble et financier et aussi sympa pour les clients. Comme on a dit, ça permet d'éviter tout un tas de petites coupures préliminaires et après. Ça n'en enlève pas tout, mais ça en enlève de nombreuses et beaucoup de ralentissements aussi, que les gens n'aiment pas. Et qui dit petite coupure avant ou après, c'est aussi des risques de ne pas rendre à l'heure. Voilà, c'est les aléas des travaux. C'est aussi un objectif lisible et clair pour tout le monde, une meilleure communication. Et donc, globalement, pour le réseau et pour le client, on pense tous que c'est vraiment beaucoup mieux. Et ben, on le fait pendant des week-ends privilégiés. Donc, c'est plutôt des week-ends des longs ponts où finalement on peut interrompre, enfin, souvent dans les grands axes, c'est possible, donc dans tous ces week-ends-là. Et comme je vous disais, il y a une petite nuance en Île-de-France, même une grande nuance, parce que là, les grandes coupures, vous en doutez, c'est pas facile à obtenir, et on préfère finalement faire à l'ancienne. Et donc, les TA sont redevenus complètement à la mode ces derniers temps par rapport à ça. Voilà. Sur les différentes mises en place d'ouvrages, on va un peu les balayer et on fera un film pour que ça soit plus distrayant. Sur les mises en place, c'est sur tout type d'ouvrage, soit des talis métalliques, des mixtes, des bétons armés, jusqu'à 150 mètres de portée. C'est valable évidemment pour les cadres des portiques, et puis dans une moindre mesure pour tous les travaux qui engagent la sécurité, qui engagent les plans de stabilité des talus, donc pour les fondations et pour les soutènements aussi. Donc on va un petit peu décrire maintenant tout ce qui est ripage, roulage, chariot automoteur, les grutages, on verra un film, les barges, on va en reparler un tout petit peu, les vérinages, très sympa, et puis après il y en a plein d'autres, hein. Il y a des rotations, les plus anciens, vous vous souvenez peut-être de l'ouvrage de Ventabrin où on l'avait construit parallèle à l'autoroute, c'est un gros ouvrage de la LGV Méditerranée en béton précontraint, et après il a été tourné sur son appui, donc 2 des travées pour équilibrer ont été tournés et ça a franchi l'autoroute. Donc l'OCP finalement était pour l'autoroute. On a coupé l'autoroute pour ça. Et puis bon, il y en a d'autres, je n'ose pas parler des Tchèques qui ont fait il y a 3-4 ans une sorte de tourne d'eau sur un ouvrage, ils ont imaginé un vieil ouvrage, ils l'ont fait tourner, ils ont lancé dessus un nouvel ouvrage, ils l'ont accosté, le nouvel ouvrage, ils sont refait tourner, enlevé le vieux et refait tourner pour faire le neuf. Bon, pas montrer la vidéo, mais c'est quelque chose qui est assez sympathique. On va rester sur du classique de ce qu'on va vous montrer. Alors, sur les mises en place par ripage,
Il y a deux types. À droite, on est sur des ripages de tablier type métal ou assimilé, où finalement on va construire à côté et on va enlever, dériper le vieil ouvrage et riper, souvent par des vérins, l'ouvrage neuf à la position de l'ancien. Au passage, on aura refait les têtes de culée, c'est quand même le plus souvent. À gauche, On distingue, pardon Frédéric, on distingue sur la vue de droite, en effet, sur la ligne d'appui du vieil ouvrage, on distingue quelques accroches, quelques clous qui sont venus en effet consolider la maçonnerie qui date de 1850. On voit une nouvelle partie de génie civil en béton armé avec ces clous qui viennent conforter la ligne d'appui pour recevoir un ouvrage qui est en général 2, 3, 4 ou 5 fois plus lourd que le pont qui est déposé, remplacé. Pardon. ne serait-ce que par le ballast et puis bien sûr des matériaux plus modernes et les règlements qui ont conduit à avoir plus de matière, mais essentiellement le ballast et la présence du béton sur des ouvrages qui sont plutôt métalliques et à pose de voie directe d'il y a 150 ans. Sur les ripages de portiques, c'est plutôt à gauche. Là, c'est pour créer principalement des routes sous des voies ferrées. Donc, l'idée donc il y a plusieurs techniques. L'une ancestrale, c'est comment dire, des longrines qui sont sur le sol, qui font à peu près 1,50 m de large, et avec des systèmes de vérins, des vérins pousseurs, des systèmes à air, à gaz, etc. On va pousser le portique à sa place, pouvoir donc créer, on va faire une brèche, enlever les matériaux, enlever la voile à caténaire, le remblai. L'ouvrage construit à côté va donc être ripé sur ces longrines. La technique similaire qui a beaucoup fonctionné et qui fonctionne encore, bien évidemment, c'est l'autoripage. Surtout quand on a un sol qui est moins bon, le radier nécessaire pour l'autoripage est complètement utile en termes de fondation. Et là, c'est une technique un peu comme nos anciens Égyptiens, où finalement on va riper l'ouvrage sur de la boue bâtonitique. Donc en tirant sur des câbles, l'ouvrage va passer de sa zone de préfabrication béton à une zone, je dirais, de sol, bien sûr qu'on a été compacté le mieux possible, et l'ouvrage va glisser dessus grâce à la boue bâtonitique et va être mis en place pendant cet intervalle. Avec des tolérances de 5 mm pour ce genre de mise en place. Voilà. Aussi bien pour les longrines que pour la capacité des portiques ou des cadres à être déplacés. Voilà, les longrines sont assez limitées par rapport à ce problème de portance. Ces ouvrages sont assez sensibles, on va dire, à l'eau. Il y a une très forte importance de bien connaître la nappe après les aléas de la météo, hein, ça on ne pourra rien y faire par rapport au week-end calé de longue date, mais c'est sûr que par rapport à la présence de nappe, il y a tout un tas ou pas de dispositions qui sont prises parce que ça peut, si on n'y prend pas garde, bousiller une opération. Sur les roulages, tout à l'heure j'ai donné le nom d'une marque, mais donc ces remorques sont fort sympathiques et ont un peu pris le dessus quand même depuis une vingtaine d'années par rapport au ripage qu'on a vu tout à l'heure. Sont finalement assez souples, assez rapides. Il y a des risques aussi, il ne faut pas croire, mais on voit bien, par exemple, ce portique mis en place par roulage. Il y a 20 ans, ça aurait été par d'autres techniques. Maintenant, voilà, il y a une concurrence par rapport à ça. Donc, le plus souvent, on va rouler sur le sol, bien sûr, bien mis en assise, le plus souvent sur des plaques pour, je dirais, unifier les contraintes. Et donc, on essaye d'avoir une déformée le plus faible possible. Il y a aussi tout un tas de calculs pour que les collines ne se barrent pas, en particulier pour la photo du bas, ou voilà, un freinage à pointe expif ou quelque chose qui bouge, voilà, que l'ouvrage soit bien stable et puisse bien sûr être mis en place en sécurité. Alors, on le voit, pardon Frédéric, sur le cadre du haut, mais vous vous doutez bien que prendre en charge de tels colis, ça nécessite des adaptations dans le génie civil. Donc, on voit des fenêtres sur la photo de droite, à l'intérieur des pieds droits, et ce sont ces fenêtres qui, en général, viennent laisser passer la charpente métallique qui sert de tréteau pour venir déplacer les colis. Donc, c'est aussi des travaux à gérer pendant l'OCP. On doit reboucher ces fenêtres. Et puis, en effet, sur la photo en bas à droite, on s'est permis de mettre adaptation au changement climatique. C'est forcément l'opération coup de poing. Si c'est le 14 juillet, c'est le 14 juillet.
hein, qu'il fasse beau ou que les orages arrivent, on a bien entendu intérêt dans notre analyse de risque à vigiler. C'est le cas sur la photo en bas où le chariot automoteur, lui, la remorque SPLT se déplace dans beaucoup trop d'eau pour cette opération qui a été assez désastreuse. Voilà. Et puis donc le grutage, donc, qui est très souvent, enfin qui évidemment, il y a forcément une grue sur un chantier, c'est évident, mais ça permet aussi de mettre en place des ouvrages conséquents pendant la coupure. Bon, on a mis ici, mais Jean-Marie en parlera tout à l'heure, ces obligations de faire des essais 2 jours avant, qui sont vraiment obligatoires, hein, qui sont contractuels. C'est vraiment fondamental. Bien sûr, c'est plutôt sur l'ouvrage neuf, puisque l'ouvrage ancien, il est encore circulé 2 jours avant l'OCP, donc c'est moins facile, mais c'est valable aussi pour du roulage, pour du ripage, etc. Et puis donc, on a choisi de de vous montrer un deuxième film qui est sur l'ouvrage de Chagall, le Chartres-Galardon à Massy. L'opération a eu lieu l'année dernière pendant l'été. Et bon, c'est assez exceptionnel puisque c'était une des plus grosses grues du monde qui a œuvré. Voilà. Donc, je vais te laisser la main, Jean-Marie. Normalement, c'est partagé. Il faut peut-être que j'arrête Ouais, pas encore, il faut arrêter déjà le partage. mon partage. Heureusement, Chrono est là. Voilà, et donc là, c'est bon, on voit ton écran. Parfait. Je lance donc le timelapse. Bien entendu, on ne pouvait pas ne pas vous parler de Charles Galardon, qui forme l'acronyme Chagall. Vous l'avez tous vu à travers nos publications et puis la publication de nos partenaires, nos confrères. Mais c'était assez intéressant de vous montrer cette vidéo de l'été 2023. Et donc, on est sur le timelapse de l'OCP. Donc, on a. Plutôt les ouvrages neufs qui sont présentés, hein. C'est ça. Il y en a deux. En fait, il y a 4 voies, donc 2 tabliers. L'un est à SNCF, l'autre est à RATP. Et voilà. La voie LGV en contrebas, les RER en partie haute, et puis ces ouvrages qui sont construits, bien sûr, plusieurs mois en avance avec cette grue de notre partenaire La Sarins qui est posée sur une centaine de pieux, hein, fondation profonde, construits en plusieurs mois également. Sur cette semelle de fondation, sur ce plateau tournant, notre grue, qui a nécessité plusieurs dizaines de camions. Et ensuite, la photo avec cet ouvrage de 1600 tonnes qui est perché. Alors, il est perché, il est en phase finalement de test en attendant d'avoir l'autorisation de basculer le colis quand la coupe LGV nous est donnée. Voilà. Donc, c'est une grue de plus de 100 mètres de haut. 2 mois pour la construire avec d'autres grues et 2 mois pour l'évacuer. Il faut la réserver plusieurs années avant. Les ouvrages, c'est des ponts treillis. En fait, les ponts anciens sont 2 gros ponts treillis d'une cinquantaine de mètres. Les culées n'étaient pas en super état. Donc, il a fallu en reconstruire derrière, ce qui fait que les ponts neufs sont plus lourds et plus longs que les ponts anciens. Et donc, le plus long à RATP est du type treillis. L'autre est un peu plus court et on a fait une version plus simple, type RAPL, pont rail à poutre latérale. Un petit arrêt sur image. En fait, on se rend bien compte de la particularité aussi des OCP, c'est que l'OCP, on a ce temps qui nous est donné, et puis bien entendu, il faut que l'ouvrage puisse rentrer dans son génie civil. Donc, on a des ouvrages qui font plusieurs dizaines de mètres, là, 70 mètres, hein, et on a notre génie civil qui est mis en place pendant l'opération coup de poing. Et bien entendu, l'objectif est que cet ouvrage puisse passer à l'intérieur de ces murs garde-grève, tout en laissant peu de jeu pour que on puisse tenir notre plateforme ferroviaire, éviter que le ballast passe à l'intérieur de nos joints et qu'on puisse aussi avoir suffisamment de jeu pour que l'ouvrage puisse se dilater. Donc, pour information, cet ouvrage, pendant plusieurs mois, a été suivi géométriquement pour appréhender sa dilatation et pouvoir poser au millimètre près
ce génie civil, aussi bien en altitude, parce que l'altitude également a une incidence sur la planéité du raccordement de la plateforme, que la longueur pour que cet ouvrage puisse rentrer facilement dans son génie civil. Voilà, donc là, on a posé l'ouvrage et puis on va se préparer à poser le deuxième. Donc, le deuxième qui est sur cette plateforme ici, qui est en attente, qui est également approché avec des chariots automoteurs. Et puis, bah, voilà, la taille d'une manille, hein, vous imaginez bien. On est sur du matériel vraiment très, très, très spécifique, qui est forcément contrôlé sur place par les organismes spéciaux. Et puis, des adaptations aussi qui sont pas anodines, hein. On voit sur la photo ici des anneaux de levage, hein, des oreilles de levage qui sont soudées, bien entendu, à demeure sur l'ouvrage et qui nous permettent de déplacer le colis en toute sécurité. Alors, un ourdi en béton, donc pareil, les tolérances de déformer sont très, très encadrées pour ne pas fissurer la dalle en béton armé. Et puis, on approche donc le deuxième ouvrage, euh, proche du premier. Et puis, on peut distinguer déjà en haut des poutres, on voit des échafaudages qui vont nous permettre de découper pendant la nuit les oreilles de levage et pouvoir libérer les gabarits également, de part et d'autre. Donc, sous coupure LGV, voilà, on a posé les deux ouvrages. Et puis, on va s'apprêter ensuite à poser nos ouvrages, nos joints de raccordement. Donc, voilà, vraiment une opération très, 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 très particulière, mais qui est dans nos cartons depuis des dizaines d'années. Voilà. Je te laisse reprendre la main. Merci. Tu es sorti. J'ai dû arrêter. Ouais. C'est bon, Oui, le c'est bon, oui. partage arrêté. Mhm. Donc, diapositive 17 normalement. Voilà. C'est bon. Voilà, sur. Bon, on va pas revenir et refaire le film de tout à l'heure de Soupe sur Loin, donc avec ces barges. On voit ici le petit schéma de la problématique parce qu'il a bien fallu, je dirais, faire rentrer le vieux tablier sur les barges. Donc forcément, pas que le pont tombe à l'eau. Donc voilà, tout ça, c'est un problème d'équilibrage pour pouvoir faire rentrer doucement le tablier et pouvoir après l'évacuer. Voilà sur ça. Sur les vérinages, quelque chose d'important parce que, alors les vérinages, évidemment, c'est fondamental pour les lançages, délançages, ripages ou mise sur appui. On va dévériner ou alors on va soulever pour vériner. C'est des opérations qui sont très très délicates, qui sont au millimètre, surtout pour les mises sur appui. Mais ça sert aussi, ma foi, c'est pour ça qu'on l'a mis là, pour les mises en place particulières, comme le canal Saint-Denis, ça devait être en 2014. Nicolas Munier, si tu nous écoutes, voilà, ça te rappelle un peu des souvenirs, cette époque. Et donc avec toute une ligne de tabliers ferroviaires, euh, une dizaine, et à l'intérieur, au milieu, bien sûr, les plus atteints étaient au milieu. Donc en dessous, c'est un canal, c'est Gare du Nord à côté, des trains partout. Donc comment faire, quoi. Donc une des solutions, enfin la solution qui a été retenue pour ces deux tabliers, ça a été alors un par un, c'est de monter et puis de le riper, donc le monter de 5 mètres, et de le riper sur le côté, sur le tablier d'à côté, bien sûr, sur un chariot, sur un lorry, un wagon plat, et évacuer. Il y a une brèche, toujours pareil, on refait les sommiers. Ensuite, avec ces chariots, on revient avec le nouveau tablier, qui présentement était un pont mixte. On le rip sur le côté, on le remet sur des chandelles et on le descend à sa place. Voilà. Donc, c'est des belles opérations. Vous vous doutez bien que des ponts comme ça, de 30, une quarantaine de mètres de longueur, et voire plus, vu le poids, métal béton, voilà, c'est pas rien. 5 mètres de haut, voilà, ça peut être un peu un château de cartes. Donc, voilà, c'est vraiment des opérations extrêmement délicates et longues, donc à pas du tout sous-estimer. Voilà, et ce qu'on appelle, donc ça fait partie des ouvrages de première catégorie, d'après nos livrets, et c'est vu, calculé, dessiné, conçu, vérifié, comme si c'était un ouvrage définitif. Voilà, je vais laisser la main un peu plus à Jean-Marie pour la suite.
Oui, il me reste 15 minutes, donc il va falloir que je fasse vite. Alors, la fiabilisation de telles opérations, si on peut aller à la diapositive donc, suivante. Alors, vous doutez bien que quand on prépare nos opérations coup de poing, on a nos fameux ordres de service hein, qui démarrent et qui recensent de façon assez classique des délais qui sont bien encadrés. Donc, une opération coup de poing, le planning pour des petits ouvrages, c'est 3-4 mois avant l'opération coup de poing, au moins 3-4 mois avant l'opération coup de poing. Mais un ouvrage comme Chagall, Charles Gallardon, que vous avez vu, 1 an et demi avant l'opération coup de poing, on était déjà en analyse et on était déjà en train de finaliser le planning, le premier planning pour la mise en place du pont. Voilà. Donc ensuite, des réunions intermédiaires qui permettent régulièrement de vérifier l'analyse de risque et de s'assurer que tous les métiers du groupement et de SNCF sont bien calés pour mener à bien l'opération. Et enfin, forcément, on arrive sur l'opération coup de poing avec une revue à J-15. Sachez que là, les week-ends du 1er novembre et 11 novembre sont des week-ends qui sont très occupés aussi pour nous. On est également en pleine opération coup de poing. Voilà. Alors, ensuite, SNCF sans référentiel, ce serait pas drôle. Donc, l'IG 90033, qui encadre les ouvrages provisoires. Alors, on parle d'ouvrages provisoires parce que RIPé, comme vous le voyez sur cette charpente des ponts, sont des ouvrages provisoires et qui sont bien entendu extrêmement encadrés. Ce sont des ouvrages de toute façon définitifs au sens du calcul et qui doivent être visés par nos chargés des ouvrages provisoires avec forcément toute une série de points d'arrêt, de points de critique. Et la particularité aussi, c'est que l'on travaille pendant des circulations ferroviaires et la proximité de ces installations nécessite un détail de la sécurité très bien encadré. Voilà. L'OCP, donc bien sûr, notice descriptive, cahier des prescriptions spéciales, les bordereaux de prix, très encadrés également avec le métier du CET et du COP, et puis la vérification via la CT que l'ensemble de ces points sont maîtrisés par le mandataire. Ensuite, la particularité aussi de nos opérations coup de poing, c'est également de s'assurer par des jalons, des délais particuliers, des délais partiels, que l'ensemble des documents indispensables à l'OCP tiennent dans des délais bien spécifiques. Donc là, à l'écran, vous avez toute une série, pour exemple, de sujets sur lesquels on est extrêmement attentif et on vérifie à des périodes bien arrêtées avec des délais à moins de mois, par exemple. La convenance d'un appareil d'appui doit être faite et pas à moins de semaines, sinon forcément on risque de planter l'OCP. Donc ce sont ce qu'on appelle chez nous soit des délais particuliers, des délais partiels ou des jalons techniques, mais ça nécessite d'être vraiment bien posé à plat sur le planning. Alors, parlons de qualification entreprise. Hein. J'ai juste rappelé que l'ensemble des entreprises de nos partenaires sont passées dans les mains de notre direction des achats et ensuite sont rebasculées chez nos gestionnaires techniques. Le métier ouvrage d'art est encadré par 47 qualifications. Donc, les entreprises qui participent à ces opérations coup de poing sont systématiquement qualifiées par SNCF. J'ai mis les 4 qualifications principales. Les entreprises qualifiées pour le grutage, pour le vérinage, pour le levage également, et bien entendu le glissement, on en a parlé tout à l'heure, fonçage ou poussage, et le ripage qui nous permet d'utiliser nos remorques SPNT. Alors, des documents pratiques, mais peut-être un petit focus dessus aussi. On retrouve sur nos plannings qui sont des plannings minutés. Alors, quand on dit minuté, c'est vraiment le cas. On sait exactement normalement sur l'opération qu'on va faire dans le Nord ce week-end qu'à 17h30, on devrait être en train de déplacer l'ouvrage. Donc, on parle vraiment de planning minuté. Mais ces plannings minutés sont enrichis avec, bien entendu, les roulements. Hein, les entreprises se succèdent sur un rythme assez effréné. On parlait de 100 personnes. Mais on a ce 3-8 avec les roulements et les roulements de la maîtrise d'œuvre travaux également des SNCF. Sur ce planning, on peut également voir l'ensemble des points d'arrêt, les points de contrôle et de nouveau, vous y retrouverez les jalons. Alors les jalons, qu'est-ce que c'est sur nos plannings d'opération coup de poing? C'est tout simplement des moments privilégiés qui sont transmis aux hiérarchiques pour dire je suis en avance, je suis en retard par rapport au jalon numéro 3. Et donc ce sont des moments vraiment très importants pour nous, ce qui nous permet de dire je suis en avant, je suis en retard. Si besoin, dans l'analyse de risque, on a possibilité d'agir.
Ensuite, on retrouve aussi, bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, cette analyse de risque qui dit qu'est-ce qui se passe si j'ai un groupe électrogène qui tombe en panne? Qu'est-ce qui se passe si ma grue ne sait pas déplacer le colis? Que dois-je faire en cas de problématique sur le calage d'un ouvrage? Donc tout ça est prévu bien en amont est construit par le mandataire et ses co-traitants et nous permet d'avoir cette agilité pour nous retourner en cas de pépin. Ensuite, une autre diapositive qui nous permet de rappeler que, je vous l'ai dit tout à l'heure, des réunions préparatoires sont montées bien en amont. On a une liste, bien entendu, de documents qui est très exhaustive sur ce que doit avoir en main nos entreprises et nos maîtres d'œuvre travaux lors de l'opération. Le resti time, hein, les marges intermédiaires qui sont à éviter, et puis les fameux go-no-go qu'on impose aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que oui ou non l'entreprise est en capacité de faire l'opération coup de poing. Il peut nous arriver à quelques heures de l'opération coup de poing de dire stop, j'arrête, je ne suis pas en mesure de répondre à la totalité des documents et des pièces à fournir ou alors du matériel ou du personnel nécessaire à faire l'opération coup de poing. Donc ça, le go-no-go est quelque chose qui se généralise quand même chez nous, mais il faut vraiment s'y habituer pour autoriser le déclenchement, le feu vert du jeudi à minuit pour dire ça y est, tu as 3 jours pour remplacer un ouvrage d'art. Qu'est-ce que l'on fait pendant, bien entendu, nos opérations coup de poing? Alors, ce sont trois photos qui sont assez imagées, mais on retrouve un tablier auxiliaire en haut à droite, donc ces fameux ponts provisoires. On retrouve en bas à droite l'opération de ce week-end. Hein, ça, c'est le Prat des Pépinières à Caen, qui a été déplacé à l'aide de chariots. Donc, c'est un ouvrage de 2000 tonnes sur lequel on a quand même, en 96 heures, déplacé 7000 mètres cubes de matériaux, déplacé un colis de 2000 tonnes et reposé 3000 mètres cubes de matériaux compactés par couche de 30 cm. Le train circulait en temps et en heure avec 6 heures d'avance. On a pu rendre les voies. Donc voilà, ces quelques chiffres sont assez importants parce que c'est 96 heures, 10 000 mètres cubes de matériaux à déplacer et un colis de 2000 tonnes avec une tolérance de 3 cm. Voilà. Ensuite, sur la diapo suivante, je voulais vous parler quand même de quelques points d'attention qui sont importants pour nous. Les principaux, vraiment les travaux relatifs aux lignes d'appui. 3 photos assez imagées. À gauche, vous voyez tout un groupe d'agents qui sont en train de faire des forages pour pouvoir accrocher un nouveau génie civil à un vieux pont, encore une fois, de 1880. Donc, je vais marquer connecter les époques parce que la difficulté aussi pour les bureaux d'études, c'est de se dire comment recalculer un ouvrage en maçonnerie de 1880 et lui faire supporter des surcharges ferroviaires, des charges ferroviaires qui sont différentes de celles de l'époque, bien entendu, et un pont qui est 3 fois plus lourd. Sur la diapo du milieu, on trouve donc le nouveau génie civil qui vient se poser sur l'ancien qui a été recépé. On lui a cisaillé, coupé la tête et on est venu reposer en quelques heures de nouveaux génies civils et vous voyez des armatures en attente. Et sur la photo en haut à droite, maîtrise des matériaux anciens et modernes, comment accrocher ce génie civil avec à l'image une pelle araignée qui a une trentaine de minutes pour faire des ancrages profonds pour être sûr que la consolidation du nouveau génie civil soit efficace sur des piles de pont. On est ici sur le Prat, sur l'Arly, pas très loin de Chambéry. Voilà. Donc ligne d'appui, et puis ensuite diapo suivante, bien entendu la connexion de l'appareil d'appui. Alors sur la photo en haut à gauche, des trains qui circulent dans les 10 heures qui suivent le calage des appareils d'appui. Donc là, on est dans de la chimie de nos mortieristes. On doit en très peu de temps remplir des boîtes et que ces boîtes, quelles sont la connexion, les appareils d'appui, soient solides. Sur la photo en bas à gauche, c'est un ouvrage d'Éole, mais sur cet ouvrage-là, on a plus de 1000 tonnes de descente de charge qui sont à reprendre, avec une opération de matage d'une charpente métallique de 60 mètres de portée qui dilate, et on est en plein mois d'août, avec un mortier qui forcément monte en température. Donc toute la complexité là, c'est qu'on a le 15 août pour faire le travail, et ce n'est pas le 16 août qu'on peut le faire. Et bien entendu, l'efficacité du transfert de charge, c'est de faire des essais à blanc sur ce matage d'appareil d'appui, et s'assurer qu'on n'ait pas de bulles d'air sous nos appareils d'appui pour poser des problèmes à notre mainteneur. Donc ça, c'était le focus appareil d'appui. Et puis enfin, pour que tout le monde comprenne bien notre difficulté, sur le surligné en haut à gauche, vous voyez fil de rail. Donc le fil de rail, bien entendu, c'est
l'arête sur laquelle on va venir circuler, et ce fil de rail, il est précis au millimètre. Alors, on doit venir intercaler quelque chose sur la photo de gauche, qui est un recépage de maçonnerie. Sur cette maçonnerie, on va poser sur la photo de droite du génie civil qui est construit en 2024. On doit connecter l'ensemble. Et sur ce génie civil, on va venir poser une charpente mixte ou une charpente métallique. Et sur cette charpente, on va poser du ballast, des traverses et un rail. Et bien entendu, le résultat, c'est quoi? C'est la photo en haut à droite où on a encerclé en jaune le gabarit ferroviaire. Donc, s'assurer que le fil de rail, à 92 heures avant l'opération, se retrouve au même endroit 92 heures après. Donc, on a une vérification géométrique qui est étalée sur plusieurs mois qui permet de vérifier les fondations, le génie civil, le calage des appareils d'appui, la fabrication des charpentes en atelier et que la boîte soit compatible. Voilà. Ensuite, pardon, je redonne la main donc à Frédéric pour les conclusions. Alors, ça va être bref pour passer aux questions et si vous le souhaitez, le troisième film. Donc, c'est tout ça, on voit bien, toutes ces contraintes nécessitent un travail rigoureux avant l'opération. Donc, dès la conception, de bien intégrer les méthodes de mise en place, de bien discuter avec l'exploitant pour expliquer nos problèmes, essayer de gratter un petit peu et d'avoir le maximum d'heures pour la sécurité. Lui, il va essayer au contraire de voir ça plutôt au rabais, donc il y a une discussion qui se fait. C'est bien sûr ouvert, je dirais, à l'appel d'offres, hein. On ne va pas tout figer au point de départ, mais vous voyez bien qu'on est un peu contraint quand même par rapport par rapport à ça, de figer un minimum. Mais voilà, après, il y a une liberté évidente à l'appel d'offres, mais cadrée, et cette phase de réalisation qui se termine par cet OCP. Donc, c'est pour fiabiliser, c'est vraiment un dossier conséquent qu'on demande. C'est bien sûr des moyens qui sont proportionnés au risque que l'on va prendre de couper les trains et l'obligation de résultat. Donc, c'est souvent l'analyse de risque permet un petit peu je dirais, de voir où on va, aussi de se rassurer, mais bien sûr d'avoir une sorte de programme. On travaille par analyse de risque, de bien sûr jouer sur le planning minuté, et puis bah, après, c'est sur la qualité des entreprises, des hommes, et puis voilà, que ça peut réussir. Et puis j'allais dire pour finir bah, que voilà, l'opération est gagnée quand on rend en temps et en heure. C'est le point principal, mais voilà, on serait pas, voilà, nous on est aussi ingé et ce qu'on veut c'est que ça soit en qualité à l'intérieur. Donc on a cette exigence aussi de rendre en temps et en heure, mais aussi en qualité à la fin de l'opération. Et bon, je peux pas m'empêcher de plagier mon fameux collègue Jean-Marie et dire que les OCP sont des moments compliqués, tendus et usants, mais qui concentrent notre passion. Voilà, je Ouais, pense c'est que ma c'est un petite peu phrase du résumé speaker. de nos métiers et du travail que fait Jean-Marie euh, très souvent les week-ends. Bon, c'est la période, le 1er novembre, la semaine dernière, le 11 novembre qui s'enchaîne. Et donc, Jean-Marie se retrouve sur les chantiers, essayer de vigiler tout ça pour apporter la bonne parole et sur ces opérations qui sont, ma foi, encore, qui restent compliquées. Voilà pour nous. Vous avez des questions? Du coup, on le remercie d'autant plus d'avoir pu participer à ce webinaire hein, entre deux OCP. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Alors, soit il y a des questions qui sortent tout de suite, soit on vous propose le dernier petit film, le temps Oui. que vous regardiez d'un œil la vidéo et qu'en même temps vous posiez les questions. Et après, on peut passer aux questions. Je pense que ce serait intéressant. Cette vidéo sera aussi édifiante sur les travaux de mémoire du pont de Marly-le-Roi. Eh bien, écoutez, vous devez voir mon écran bientôt. Oui, c'est bon, oui. Et Ok. profitez-en pour poser les questions ou en tout cas préparez-les, s'il vous plaît. Donc 200 mètres de tablier en fer pudelé. Donc tout à l'heure, je parlais du mariage des matériaux. Déplacer du fer pudelé, c'est déplacer également des ouvrages qui sont en verre également, hein, c'est très sensible. Et puis sur cette photo, on a aussi une autre sensibilité. On a quelque chose qui était très particulier quand même pour nous. C'est que voilà, en fait, on est en train de travailler, puis vous remarquerez que l'adaptation du chemin de ripage se fait en pleine agglomération, avec bien entendu des habitations en bas. Donc les gens peuvent se poser des questions quand même quand on commence à lancer les travaux. Bien entendu, ils sont prévenus très en amont. C'est une opération qui a également des dizaines d'années dans nos, qui est vieille de dizaines d'années dans nos tiroirs. Donc montage de structures métalliques provisoires de première catégorie, c'est-à-dire calculées de façon définitive. Pas de place à l'erreur.
Et puis, on se retrouve à donc construire une plateforme de ripage qui permettra de recevoir, là on le voit, le vieux pont métallique qui a basculé sur la droite. On aménage du coup les appareils d'appui sur les têtes des piles et des culées. On vient donc venir avec du génie civil neuf, donc du bétonnage, du ripage, de la mise en place à la grue. On adapte nos lignes d'appui en parallèle. On vient souder, on vient peindre tout ça. Cette opération a pris un petit peu moins d'un mois. Et le 31 juillet, on vient donc riper le nouveau tablier. Donc, regardez bien les habitations en bas, c'est assez surprenant quand même, hein. Et on vient donc déplacer forcément de façon très, très méticuleuse, avec des déplacements longitudinaux qui sont également centimétriques. Et on vient s'assurer que l'ouvrage puisse glisser tranquillement sur son chemin de ripage, se mettre à l'aplomb de nos nouvelles lignes d'appui, survoler donc les appareils d'appui et ensuite descendre verticalement pour pouvoir rééquiper les caténaires, travailler en dessous de l'ouvrage, poser le ballast, poser la voie. Et donc, on se retrouve avec le vieil ouvrage métallique qui est délancé. Regardez sur la partie de gauche, on vient le retirer, on vient le délancer et on vient bien entendu le croquer, hein, le démanteler. Donc là, on est dans de la déconstruction d'ouvrage en fer pudelé et on vient évacuer ça. Donc, quand on parle d'éco-conception, on est quand même des acteurs importants dans ce mot-là parce que nos ouvrages ont 100 ans, 150 ans, mais non seulement ils ont 100 ans, 150 ans, mais ils sont entretenus, mais en plus de ça, on conserve nos lignes d'appui, on les réadapte et on peut circuler quelques jours après sur un pont neuf qui est reparti pour 100 ans à minima. Voilà. Donc c'est un ouvrage spectaculaire par sa longueur, 250 mètres, sa hauteur, des ripages, on voit bien ces belles palais qui ont été réalisés exprès, uniquement pour ça. 2 ans de travaux avant l'OCP et 150 personnes pendant cette période d'OCP pour riper l'ouvrage. Merci pour cette présentation. Alors, on a 2 questions. Je vais commencer honneur aux dames. Audrey Zonco qui pose la question de savoir en quoi consistaient les essais de grue H-48. Alors, je ne sais pas si la question est suffisamment précise ou si on lui ouvre le micro. Oui. Si, elle l'est, elle est d'autant plus importante, cette j'ai ouvert son question. micro, hein. Elle peut intervenir. Ah, d'accord. Donc, c'est Audrey qui a posé la question, c'est ça, peut-être? Oui. D'accord. Oui, en fait, question très, enfin, en tout cas, question très importante et question qui peut perturber aussi nos nouveaux mandataires. En fait, vous avez compris que quand on lance l'opération, on n'a plus le temps de faire machine arrière, c'est terminé. Donc, à 48 heures, tout simplement, on fait le levage et on fait l'essai de ripage et on vérifie que l'engin de levage, les conditions d'accroche, la géométrie de l'ouvrage, les coefficients, les pressions, les poids, le déplacement du colis sont conformes aux notes de calcul. Donc, c'est un point d'arrêt qui est obligatoire chez SNCF Réseau. À 48 heures, on fait un petit mouvement du colis pour vérifier que tout est prêt. Voilà. Très bien, Alors, merci. on te laisse la main, Audrey, pour poser ta deuxième question, parce que comme ça. Oui, voilà. La deuxième, c'était, vous dites, la date est gravée dans le marbre. On réserve le créneau 4 ans à l'avance et la date est gravée dans le marbre. Est-ce qu'il est quand même possible de changer à la marge cette date en fonction des méthodes finales qui sont retenues par l'entreprise 3 ans plus tard, quoi? Non, c'est vraiment gravé dans le marbre, c'est une contrainte. En fait, c'est la même contrainte que nous, on a dû avoir en conception pour nous amener à imaginer une solution possible. Et à l'appel d'offres, effectivement, on va souvent ouvrir aux méthodes, mais par rapport à ces contraintes ferroviaires. Je dis pas qu'à la marge, on peut négocier encore peut-être une nuit avant. Voilà, ça dépend de la sensibilité de la ligne. Si on est sur une grande ligne ou sur une petite ligne, on peut à la marge modifier un petit peu, mais pas la coupure en tant que telle. On peut peut-être voir aussi pour des adaptations, mais c'est assez limité. Donc c'est d'où l'importance de cet aspect conception, hein, qui quand même, je dirais, donne les contraintes pour la suite, y compris pour les travaux, hein, et les méthodes d'entreprise. Je rebondis un peu Mais en sur cette effet, question. pardon, juste Pardon. je complète, en fait, gravé dans le marbre aussi, c'est aussi quelque chose qui nous est aussi reproché, hein, bien entendu, c'est dans quelle mesure SNCF Réseau est prêt à écouter une adaptation.
de la mise en œuvre de l'ouvrage. Il faut bien comprendre que, on n'arrête pas de vous le dire, mais ces opérations passent en ingénierie chez nous pendant des années. Et quand on a décidé de prendre un chariot automoteur, une grue, et qu'on a adapté le terrain en fonction, on laisse très peu de place à l'adaptation. Voilà. Quand vous Et dites pour prolonger, ingénierie chez vous, c'est quand vous êtes maître d'œuvre, mais sur des maîtrises d'ouvrage tiers, où en fait vous accompagnez un maître d'œuvre autre en tant que dans le cadre de la mission ferroviaire. C'est Est-ce un que peu pareil, effectivement. Alors, on a cette particularité de garder à la maison la plupart de nos opérations de régénération ou voire de développement. On externalise, mais voilà, c'est tout à fait courant. Mais bon, c'est quand même plutôt gardé chez nous. Et évidemment, quand un tiers va vouloir faire un pont route, par exemple, au-dessus, Mhm. celui-ci va être géré. Donc, on va le prendre, nous, par un artefact d'accompagnement, c'est le terme, avec donc des documents qui cadrent ça. Et effectivement, on va comprendre le dossier du tiers, maîtrise d'ouvrage et son maître d'œuvre, pour justement essayer de voir la meilleure façon avec lui par rapport aux coupures, s'entendre, parce qu'on se doute bien qu'il va falloir des coupures pour faire une passerelle, pour faire un pont route au-dessus. Et donc, on va voir, travailler ensemble dans un cadre qui est identifié, travailler ensemble pour accompagner le tiers pour qu'il puisse réaliser l'opération au-dessus. Nous, on va prendre plutôt les aménagements dans notre propre maîtrise d'ouvrage, les aménagements caténaires nécessaires. Donc, par rapport à l'analyse du dossier, on va peut-être bouger un poteau caténaire, déplacer des caniveaux, des câbles et laisser la place effectivement au maître d'œuvre pour son pont route pour pouvoir le construire, que ce soit des piles, des appuis et le tablier au-dessus. Donc on l'accompagne, donc il y a tout un jeu de dossiers et d'accompagnement pour que ça puisse se faire. Et là, mais c'est un peu les mêmes contraintes, enfin ce sont les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a aussi les délais en fonction du type d'ouvrage, en fonction du type de ligne, avec ces mêmes durées, voilà, on est sur la même conception, sachant qu'on dit souvent qu'il est un poil plus facile de faire un ouvrage au-dessus qu'en dessous. Plus facile oui, en termes de je voulais risque. prolonger la question d'Audrey par rapport à des problématiques d'urgence. C'est-à-dire que quand une opération est programmée 7, 8, 10 ans à l'avance, il peut se produire un certain nombre d'aléas. L'ouvrage que vous voulez remplacer, il peut avoir des défaillances ou des défauts qui s'accélèrent, ou alors vous pouvez être amené à intervenir après un, un cas, enfin, je sais pas, un TOC ou un ouvrage qui devient défaillant de manière Euh, assez brusque. on a Ouais. eu ça, alors ça peut être un incident, ça peut être aussi le Covid, hein. Le Covid, on a dû décaler des Mhm. opérations, comme tout le monde. Enfin voilà, on s'est adapté, on peut s'adapter. Voilà, mais on n'est plus dans le système classique. On est carrément en dérogation et forcément il y a de la casse. Donc on va casser du train en faisant ça. Mais s'il y a urgence, il faut bien que les trains circulent, donc voilà, les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Pareil pour le Covid. Mais autrement, voilà, c'est une programmation longtemps à l'avance avec les activités pour pouvoir caler les dates. Et alors, Didier, je complète, hein. En fait, ça nous arrive, hein. Ça nous arrive de ne pas vouloir faire et ça rejoint la question qui suit l'aléa météo. Euh, Quand on parle d'ouvrage de première catégorie, imaginez bien ce qui nous est arrivé il y a quelque temps. On est prêt à déplacer un ouvrage et on arrête l'opération coup de poing et l'ouvrage doit rester sur des supports provisoires pendant un an, le temps de redisposer d'une nouvelle coupe. Ces ouvrages provisoires, pourquoi on parle d'ouvrages de première catégorie? C'est parce que ces ouvrages ne sont pas des simples échafaudages calculés avec des coefficients de sécurité, je dirais, un petit peu plus rétrogradés. Donc, on a absolument besoin de garantir cet aléa. Et c'est aussi pour ça que quand on vient recéper, c'est-à-dire couper la tête de nos lignes d'appui, on le fait quelques jours avant, mais on ne le fait jamais très longtemps en avant, parce qu'il n'est pas impossible que 3 mois avant, on dise stop, on fera l'opération coup de poing dans un an. Donc, on a absolument besoin de fiabiliser ces sujets-là. D'accord. Alors, je vais ouvrir le micro de Vincent Pouly, qui avait une question ou plusieurs questions. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, Oui. c'est bon. Ma question, c'était sur comment vous gérez les aléas météo, notamment pendant les terrassements, si jamais il y a de la pluie, que le terrassement prenne plus longtemps ou qu'il y a des difficultés pour les remblaiements et assurer le compactage des matériaux.
Oui, alors bien en amont, et puis là c'était le week-end dernier, hein, je vous ai parlé de 3 à 4 000 mètres cubes qui ont nécessité une vingtaine d'heures de terrassement très 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 compliqué parce que on est très exigeant sur la qualité du bloc technique. Je rappelle juste, hein, pour vous qui faites aussi du routier, certains, il est très récurrent de trouver une défaillance sur le bloc technique à l'entrée d'un ouvrage d'art routier. Vous savez que nous, le bloc technique, s'il est mal fait, on a une défaillance sur la géométrie de la voie qui est calée au millimètre. Donc, quand on a un aléa météo sur un bloc technique, on a anticipé par déjà, bien entendu, la sélection de matériaux de blocs techniques qui est très spéciale, enfin, en tout cas, calée sur nos exigences et qui nécessite une planche d'essai. Donc là, on va faire des planches d'essai pour vérifier la qualité du matériau. Et ce matériau sera, au cas où, protégé par, bien entendu, des polyams, des bâches et autres. Mais ça ne suffit pas, parce qu'à un moment, il faudra bien le déplacer du point A au point B. Alors, le déplacer du point A au point B, malheureusement, en effet, dans le cas de grande averse, et si on ne sait pas faire les terrassements, on est vraiment dans le cas d'un aléa majeur et on a de temps en temps des problématiques pour rendre l'ouvrage, bien entendu, à l'heure. Ça nous arrive, mais on anticipe sur la qualité du matériau, sa protection face aux intempéries, et ensuite, par rapport à la météo, on fait quand même attention à ce qu'on programme dans des situations de planning d'octobre à mars. On y fait quand même un petit peu attention. Mais le changement climatique est un sujet, oui, en effet. Alors, a priori, je pense qu'il y a une question qui va dans la continuité, qui est de Philippe Moncourt-Montevrin. Je ne sais pas si tu peux ouvrir, Didier, le micro. Alors, j'avais pris Ah, tu as pris quelqu'un d'autre avant. Amélie. Allez. Ouais. Oui, je Je- ne sais pas laquelle, mais c'est dans la continuité aussi. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation sur l'aspect environnemental. Et donc, voilà, on a parlé des pièces préfa en béton armé qu'on venait sceller en tête de culée et voire en tête de pile aussi. Est-ce que vous réfléchissez à moyen terme d'arrêter d'utiliser du béton, mais de privilégier la pierre pour renforcer vos culées et piles qui sont maçonnés? Alors, je laisserai après la parole à Frédéric. J'ai une difficulté, en tout cas, sur la connexion d'un nouveau tablier avec une ligne d'appui ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire culée, pile. Les descentes de charge sur nos appareils d'appui sont très concentrées. Donc, elles sont transférées de l'ouvrage à l'appareil d'appui, de l'appareil d'appui à un bossage. Et ce bossage, malheureusement, au regard des contraintes, on est en train de réparer un tablier là, sur lequel il y a 7000 tonnes de descente de charge verticale. 7000 tonnes. Là, c'est l'extrême, hein, bien entendu. Mais on est sur des efforts qui sont concentrés sur des zones géométriques qui sont également très exiguës. Donc, passer par de la maçonnerie sur ce détail-là, c'est très compliqué. Par contre, continuer et conserver au maximum la maçonnerie, voire faire appel à des entreprises qui viennent refaire de la maçonnerie autour de nos lignes d'appui, oui, on le fait. Mais dans le bloc du transfert pont neuf, ouvrage ancien, il est quand même très difficile de passer par de la maçonnerie régénérée. D'accord. Et on a Ah, rajouté, c'est vraiment des problèmes d'effort, de transition. Aujourd'hui, voilà, on privilégie ne serait-ce que pour le coût, mais aussi pour l'esthétique et préserver le patrimoine. C'est très rare quand on reconstruit des appuis. Bon, c'est arrivé, sur Chagall, on en a reconstruit, mais c'est très rare. Donc, on est plutôt à garder les maçonneries anciennes, à les remettre en état. Donc, ça peut être des injections, ça peut être à l'intérieur, ça peut être aussi des clous détirants pour les rendre aussi, donc laisser invisibles, ou presque. Mais pour les têtes de maçonnerie, voilà, il faut diffuser l'ensemble des efforts sur les maçonneries qui qui ont souvent 150 ans. Donc, on va les remettre pour 100 ans, quoi. Donc, c'est tout un challenge. Donc, on se permet effectivement d'avoir 1 mètre de béton au-dessus, voilà, pour cette zone technique de transition. D'accord, merci. Alors, une question de Philippe Moncourt-Montevrin. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. La question, Si, c'était on vous si, entend très bien. bon, un dépassement de temps en termes de jalons, comment est-ce que peut être géré un dépassement et quelles contraintes vous êtes amené à faire face si le chantier n'est pas terminé dans les délais? Comment ça se passe? Les pénalités de retard. Question suivante. Non, en fait, Comment? on a du retard. Ça arrive qu'on ait du retard, mais très sincèrement, sur
enfin les dernières opérations, enfin en général sur les opérations, on rend à l'heure. Donc on est entouré pour ça d'entreprises. Vraiment, j'insiste, hein, et en fait, nos partenaires sont sélectionnés quand même avec nos systèmes de qualification. Ils sont bien informés que de se lancer dans une opération coup de poing, c'est très compliqué, très délicat. En effet, les pénalités sont là, mais il arrive également que l'aléa provienne de SNCF. C'est-à-dire que de notre responsabilité, on n'a pas identifié des vides dans des maçonneries, on n'a pas identifié de vieilles armatures qui sont venues retarder de la démolition. Donc, tout simplement, les trains sont décalés dans l'espace-temps et la remise à la circulation ferroviaire en pâtit. Mais c'est quand même très, très rare. On est aussi couvert par quelque chose sur lequel on est très exigeant, c'est le temps qui nous est donné j'entends parler, hein, la marge de temps, hein, le resti time, la marge de temps qui nous est donnée sur les plannings, on y est quand même, bien entendu, très attentif. Donc, chaque opération a son planning avec sa marge de manœuvre qui est un peu différente, oui. Mais ça arrive de rendre en retard. Aussi de notre faute. Ok, ok, merci. Je vous en prie. Je vois encore une question de monsieur ou madame Hussoglio. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui. c'est bon. J'avais une question sur les OCP. Donc, on utilise effectivement des moyens de levage ou ripages qui sont parfois assez uniques. Et comment on peut se prémunir d'aléas, pas de matériel. C'est parfois difficile de changer une grue, surtout quand elle est un peu unique. Comment on peut efficacement proposer des mesures pour sécuriser ce type de problème? Oui, quand on déplace des chariots, des remorques SPMT qui arrivent de Hollande ou du sud de l'Italie et qui se déplacent sur des chantiers, bien entendu, on est contraint par un équilibre entre la liste de matériel nécessaire et certains matériels sont bien entendu doublés, vous vous en doutez bien. On n'a pas un groupe électrogène et on n'a pas un compresseur, tout ça est doublé, voire triplé par ligne d'appui sur lequel on travaille. Donc, le petit matériel, les pelles, les engins de terrassement, etc., tout ça est doublé, est à minimum doublé, certains sont triplés. Hein, je pense par exemple à des pompes d'injection pour reprendre des calages d'appareils d'appui. On peut demander à avoir 3 fois le matériel nécessaire. Ça fait partie du jeu, c'est dans le CPS. Maintenant, une grue, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, avec une carte mère HS pendant 8 heures, pendant 8 heures, on ne fait rien. Donc, on attend que la carte mère arrive. Malheureusement, ça arrive. Et puis, cette grue, c'est une grue à treillis. Donc, bien entendu, chez Kiloutou, il n'y en a pas. Et il est minuit le dimanche. Donc là, on est coincé. C'est assez rare également. Et c'est aussi pour ça que les entreprises qui font le levage avec nous savent très bien quels sont les enjeux. Et on a quand même la chance d'avoir en France, en termes de levage et de ripage, un parc matériel qui est quand même en très bon état. Quand même. Voilà. Mais ça arrive. Ok. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être, avant qu'on puisse terminer cette session? Non. Du coup, il nous reste à vous remercier, hein, Jean-Marie et Frédéric, pour cette présentation, le temps que vous avez consacré à ce jeudi de la FGC. C'était passionnant. On voit bien la petite phrase de Jean-Marie reprise par Frédéric sur toute la passion qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, on souhaite bon courage pour le week-end du 11 novembre, parce qu'a priori, on va croiser les doigts, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait d'aléas à ce moment-là. Merci à toutes et à tous pour cette participation, d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je ne sais pas, Didier, tu avais dit que le prochain, c'était le 12 décembre. Voilà, notez-le sur les tablettes. Il va y avoir sûrement un petit mail de la part de Nadjet pour rappeler un petit peu tout ça et pour faire les invitations. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci à Dernière LGC question. pour l'accueil. Merci. Allez-y, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Oui, à nouveau, c'est Guillaume. Ah. Donc, par rapport à tout ce qui encadre les opérations d'OCP, on voulait savoir s'il n'y a pas un projet de réflexion autour de la création d'une norme IG spécifique aux opérations OCP. Eh bien, écoutez, en tout cas, la question, elle est aussi judicieuse. Pour tout vous dire, avec un de mes collègues, on a monté l'année dernière nos premières formations opération coup de poing. Voilà. Donc, des formations qui sont internes, mais qui sont également à vocation des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans un premier temps. En fait,
L'opération coup de poing, en effet, elle n'est pas définie dans un référentiel, dans un guide ou à l'école. Donc l'opération coup de poing ferroviaire, c'est encore un strat supplémentaire. Donc on a mis en place cette formation qui dure 2 jours, qui permet à l'ensemble de notre ligne projet de bien comprendre comment ça fonctionne. Le référentiel, non. Par contre, en interne, on a un référentiel qui s'appelle mise en place de structures d'ouvrages provisoires, mais c'est un document interne. Mais la question est très, très intéressante et je la méditerai et je reparlerai à mes supérieurs, mais c'est important, vous avez raison, c'est important. C'est une voie de réflexion, alors. Merci. Ah, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous et à Merci. toutes. Et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée.